Je suis désolé, chers collègues, mais il y a eu vraiment des embouteillages absolument imprévus. Veuillez m'excuser. Bien, notre commission doit examiner pour avis par délégation de la commission des affaires économiques, saisie au fond les articles 20 bis, 35, 36 et 37 de la proposition de loi adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, numéro 1071, pour laquelle nous avons nommé Madame Sophie Mette, rapporteure. Je vous rappelle que ce texte sera examiné en séance publique lundi prochain, 15 mai. Sur les 75 amendements déposés en commission, pas moins de 38 amendements ont été jugés irrecevables. Cependant, ce n'est pas tant l'article 40 qui était à l'origine de ces irrecevabilités, que le fait que de nombreux amendements ont été déposés sur des parties du texte dont la commission n'était pas saisie pour avis. Je vous rappelle en effet que de façon générale, lorsqu'une commission n'est saisie que de certains articles d'un texte, il n'est possible de déposer des amendements que sur ces articles ou des amendements proposant des articles additionnels en lien avec ces articles. C'est pourquoi 34 amendements qui étaient en dehors des articles inclus dans le champ de la saisine ont été déclarés irrecevables. Il ne s'agit pas d'une irrecevabilité article 40, mais d'une autre irrecevabilité. Par ailleurs, 2 amendements qui n'étaient pas gagés alors qu'ils engendraient des pertes de recettes ont été déclarés, eux, irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution. Enfin, 2 amendements tombaient sous le coup de l'article 45 de la Constitution proposant des modalités nouvelles de financement des départements. Ils proposaient une réforme ne présentant pas de lien avec le texte transmis par le Sénat. C'est ainsi que nous parvenons à ce total de 38 amendements irrecevables, alors même que seuls 2 d'entre eux sont contraires à l'article 40 de la Constitution. Sans plus attendre, je vous propose que nous passions à l'examen des articles qui nous sont délégués par la Commission des affaires économiques. Madame la rapporteure. Alors, avant que Madame la rapporteure ait la parole, Charles de Courson. Oui, Monsieur le Président, j'ai été un peu étonné que nous ne soyons pas saisis des articles 10, 32 et 33. L'article 10, c'est un nouveau crédit d'impôt pour les particuliers s'agissant des dépenses engagées pour des travaux de débroussaillement. L'article 32, c'est une exonération de TICPE pour les véhicules du SDIS. Et l'article 33, l'exonération du malus CO2 pour les véhicules de lutte contre l'incendie. C'est pas normal que la commission des finances ne soit pas saisie. Parce que c'est la commission des affaires économiques qui nous a saisis sur les articles et donc pas. Donc à partir de là, je nous ai saisi les articles qu'on demandait d'examiner. Il n'y a pas d'autosaisine possible, Monsieur le Président? Vous ne pouvez pas en décider? De mémoire, je crois que oui. Bon, l'administrateur me dit non, pas à ce stade. Je peux vérifier, mais voilà la réponse que j'ai pour l'instant. Non, mais j'entends la demande, mais je vous donne cette réponse pour le moment. Charles Sistensoul. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, c'est une question de procédure pour compléter ce qu'a dit Charles de Courson. Donc moi, je partage le même sentiment, étonné que nous n'ayons pas été saisis sur l'article 10, qui renvoie au Code général des impôts. Et également, il n'a pas été cité l'article 11, qui, lui, renvoie au Code des assurances. Donc là aussi, on est dans le champ de la Commission des finances. Donc pareil, très étonné que nous n'ayons pas été saisis sur ces 2 articles. Monsieur Brun. Oui, merci, Monsieur le Président. À mon tour, moi, je voulais vous dire que nous sommes un peu étonnés, tant sur le champ des amendements qui ont été retoqués que sur les articles sur lesquels nous ne sommes pas saisis. Mais c'est l'occasion peut-être aussi de rappeler que nous sommes nombreux à souhaiter une adoption conforme par souci de rapidité. D'abord pour que l'État prenne rapidement ses responsabilités en termes de moyens humains, techniques et financiers. Et puis aussi parce que, bien évidemment, l'été approche et qu'il y a urgence sur le front des incendies. Bon, le problème, c'est que, de ce que me souffle l'administrateur, il y a 4 commissions qui ont été saisies, en réalité. Donc le problème, c'est que le texte est considérablement découpé et que, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on aurait pu décider, nous, en plus de ça, de saisir pour avis d'articles sur lesquels nous n'avons pas été saisis par la Commission des affaires économiques, mais 4 commissions découpant ce texte de cette importance, on a jugé, enfin en tout cas j'ai jugé qu'on se pliait de ce point de vue-là aux articles que nous demandait d'analyser la Commission des affaires économiques. Voilà la réponse que je vous donne. Mme Goulet.
Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'effectivement, moi j'avais les mêmes remarques, que cette expérience doit nous appeler à être plus vigilants sur les textes où il y a des mesures fiscales, puisque effectivement entre l'article 10 sur le crédit d'impôt et l'article 12, l'exonération de taxes TICPE, ça fait quand même des manques à gagner pour l'État. Et donc je pense que c'est le rôle de la Commission des finances, effectivement, d'en être saisie. Au-delà de ça, j'aimerais avoir la vision de comment va se dérouler là. Et il y a donc Madame la rapporteure qui parle. Est-ce qu'après, il y a une discussion générale sur les articles? Oui, il n'y a aucun problème. Bon, écoutez, je prends note des remarques, y compris pour la prochaine fois, qui m'ont été faites. Maintenant, il y a aussi une chose, c'est que, j'allais dire, ne pas hésiter aussi à les faire en amont par rapport aux articles dont on se saisit, mais je prends les remarques, sans problème. Je vous propose quand même qu'on embraye sur l'examen, et je dois passer la parole à Madame Sophie Mette. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Je vous remercie de m'accueillir au sein de la Commission des finances, comme je remercie le Président de la Commission des affaires économiques de lui avoir délégué l'examen des articles 20, 20 bis et 35 à 37 de la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque d'incendie. Cette proposition de loi traduit l'essentiel des recommandations du rapport d'information publié en août 2022 par nos collègues sénateurs Jean Bachy, Anne-Catherine Loisier, Pascal Martin et Olivier Reitman, intitulé « Feux de forêt et de végétation, prévenir l'embrasement ». Elle a été déposée sur le bureau du Sénat le 14 décembre, adoptée en commission spéciale le 28 mars, puis en séance publique le 4 avril. Notre Assemblée est saisie d'un texte qui comprend aujourd'hui 52 articles, dont l'examen est réparti en 4 commissions. L'initiative de nos collègues sénateurs part d'une série de constats dont je mesure la justesse chaque semaine. Dans ma circonscription, qui comporte notamment les villes de Landiras, Guillos, Louchatz, Aurines, Le Tuzan, Balizac, Ostens, Saint-Magne et Cabadac et Villagrain, lesquelles communes ont été très fortement touchées par les feux de l'été dernier, aux côtés de la Thèse de Buch. D'ici à 2050, près de 50% des landes et des forêts métropolitaines pourraient être concernées par un risque d'incendie élevé, contre un tiers en 2010. En zone méditerranéenne, la hausse des surfaces brûlées pourrait augmenter de 80% avec un remplacement par des maquis. La période à risque au cours de l'année serait 3 fois plus longue. On voit déjà des feux hivernaux de plus en plus fréquents et violents. Outre les forêts, sont aussi menacées la végétation et les terres agricoles, y compris dans les espaces périurbains. Face à ce cumul des défis climatiques, économiques et sécuritaires, le Sénat nous propose une stratégie de prévention avec, par exemple, le renforcement de l'obligation de débroussaillement, l'obligation légale de débroussaillement, de dynamisation de la gestion sylvicole, et là je pense à l'abaissement du seuil d'élaboration des plans simples de gestion, de sécurisation des travaux des agriculteurs, de sensibilisation des citoyens et de mise à disposition des sapeurs-pompiers volontaires, dont nous pouvons tous ici saluer l'engagement comme celui des professionnels. J'en viens, Monsieur le Président, aux 5 articles qu'il revient à la Commission des finances d'examiner, mais je serai brève puisque les amendements permettront d'aller plus loin. Et je prends les remarques faites par mes collègues concernant les autres articles. L'article 20 propose de pérenniser et d'élargir le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement, DEFI, en forêt, qui regroupe plusieurs catégories de crédits d'impôt. C'est l'une des 2 dispositions que je propose de ne pas conserver, dans la mesure où la loi de finances pour 2023 a déjà considérablement simplifié et étendu ces allègements de l'impôt sur le revenu, sans que nous ayons encore de visibilité sur la façon dont les forestiers s'en sont saisis, ni sur la perte des recettes pour l'État. Certains alinéas sont d'ailleurs satisfaits. L'article 20 bis supprime le bornage d'un autre avantage fiscal, à savoir le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, à hauteur de 10% sur les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles. Une question de principe se pose, puisqu'il est de bonne pratique de pouvoir évaluer les niches avant leur reconduite, leur modification ou leur suppression, d'autant plus que c'est notre ancien rapporteur général, Joël Giraud, qui avait prévu que les travaux sylvicoles éligibles devaient être effectués avant le 31 décembre 2023.
Son objectif n'était pas de mettre le taux réduit en extinction, mais d'inciter le gouvernement à en produire un chiffrage. Tel n'étant pas le cas et son efficacité économique n'étant pas démontrée, je propose que nous reportions ce débat au PLF pour 2024 en rappelant à l'exécutif son engagement d'évaluation. L'article 35 entend conditionner le bénéfice des aides publiques consacrées aux bois et forêts à des pratiques sylvicoles et des aménagements qui les protègent des incendies. Je partage sa philosophie générale, mais la plupart de ces alinéas sont satisfaits ou mal placés dans le Code forestier, de sorte que je suggère de le recentrer sur ce qui est le cœur de la proposition de loi, à savoir la lutte contre les incendies. L'article 36 confie à un établissement public administratif sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, le Centre national de la propriété forestière, le CNPF, une mission de promotion de l'assurance contre les risques de tempête et d'incendie en lien avec les syndicats de propriétaires forestiers. L'opérateur y est pleinement disposé et l'enjeu est essentiel. Aujourd'hui, ne sont couverts qu'environ 800 000 hectares sur les près de 13 millions d'hectares de forêts privées. Enfin, l'article 37 double le plafond des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance, le CIFA, après 5 années de détention, en le faisant passer à 5 000 €, tout en marquant plus nettement dans la loi que la souscription d'un contrat d'assurance contre le risque d'incendie permet d'ouvrir un tel compte. Le produit a son utilité puisqu'il constitue une certaine réserve, mais il est trop peu connu par les propriétaires et trop peu mis en avant par les établissements financiers. Si l'incidence de la mesure n'est donc pas précisément déterminée, il est certain qu'il s'agit là d'une incitation. Sous réserve de nos travaux, je conclurai en disant que nous sommes, avec Sophie Panonac, Luc Lamiraud, Anthony Brosse et Éric Pauget, désireux d'une adoption large de cette proposition de loi, puis d'une négociation fluide et conclusive avec le Sénat. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Je vais prendre les orateurs de groupe, enfin tous ceux qui veulent intervenir en tout cas. Est-ce que quelqu'un intervient pour Renaissance? Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Moi, sur ce texte, le groupe Renaissance s'interroge en fait sur la présence de dispositions à la fois fiscales et sociales qui relèvent, comme vous l'avez dit, Madame la rapporteure, plus de la loi de finances. D'abord pour une question d'évaluation. On peut légitimement s'interroger, savoir si une loi ordinaire peut procéder à ces évaluations alors que la loi de finances le permet. En revanche, évidemment, la philosophie de ce texte est la bonne et c'est une réponse parlementaire très adaptée à l'été que nous avons connu l'an passé. Et je voudrais évidemment, au nom du groupe Renaissance, redire tout notre attachement et toute notre solidarité envers l'ensemble des pompiers, à la fois volontaires et non. Donc nous aurons des amendements de suppression des dispositions fiscales et sociales, pas tant pour préjuger de leur opportunité, mais pour les renvoyer à un débat de fond en loi de financement ou en loi de finances. Pour le Rassemblement national, quelqu'un veut intervenir? Oui, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, le groupe Rassemblement national soutiendra ce texte, car dans l'ensemble, comme cela a été déjà précisé, les mesures vont toutes dans le bon sens et nous nous opposerons aux amendements de suppression que vient de présenter brièvement Monsieur Lefebvre, parce que nous pensons que l'ensemble des mesures proposées vont dans le bon sens et qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le PLF de l'année prochaine pour les mettre en application. Nous espérons, comme l'a dit M. Brun dans son propos introductif, que le texte puisse être rapidement adopté dans les mêmes termes que le Sénat pour que sa mise en application soit effective avant l'été, effectivement. Donc dans ce sens-là que nous soutenons ce texte. Je vous remercie. Merci. Pour France Insoumise, M. Chauche. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteuse, ce lundi, la rapporteure, pardon. Pardon. Allez-y, Monsieur Chauche. Je vous laisse. Ce lundi, 160 sapeurs-pompiers ont été engagés à Argelès-sur-Mer pour combattre un incendie qui a ravagé 30 hectares. 2 Canadair et un Dash ont également été utilisés pour faire face à cet incendie. Je tenais ici à saluer leur engagement. Les événements de l'année dernière, ou les premiers feux que nous connaissons cette année, le montrent bien.
le changement climatique va se traduire par une intensification, une extension et l'apparition de nouveaux risques incendies. La proposition de loi que nous étudions aujourd'hui présente des mesures intéressantes. Je pense notamment à l'extension des prérogatives des préfets ou à la meilleure prise en compte des risques liés aux feux de surface agricole. Je regrette néanmoins qu'elles ne nous permettent pas de nous interroger plus globalement sur l'adaptation de notre modèle de sécurité civile au changement climatique et aux risques incendies qui en découlent. La proposition de loi veut renforcer la prévention et la sensibilisation des populations, mais ne propose que des mesurettes, une journée nationale de la résilience. Le titre 8 prévoit d'équiper la lutte incendie à hauteur du risque et la principale mesure vise à offrir des réductions de cotisations patronales aux employeurs des sapeurs-pompiers volontaires. Nous devrions pourtant nous interroger globalement sur le modèle de financement de nos SDIS et réfléchir à la recherche de nouvelles ressources en leur faveur. Pour ce qui est des articles dont notre commission est saisie aujourd'hui, pérennisation du dispositif d'encouragement fiscal DEFI et élargissement aux exploitations de plus de 25 hectares et du taux réduit de TVA sur les travaux civicoles et d'exploitation forestière, nous ne sommes pas favorables à de telles mesures dont il est difficile de mesurer l'efficacité et qui ne sont pas assez ciblées pour profiter à celles et ceux qui en auraient le plus besoin. Nous soutenons néanmoins l'article 35 qui prévoit une conditionnalité des aides publiques à des pratiques civicoles et des aménagements qui protègent des incendies. Et nous défendrons des amendements pour aller encore plus loin en la matière. En revanche, nous sommes contre l'article 36 qui prévoit de confier au CNPF un établissement public de promouvoir auprès des propriétaires les assureurs. Je vous remercie. Merci. Pour les Républicains, M. Brun, peut-être? Non? Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je me suis exprimé en propos liminaire pour rappeler la position du groupe. Nous soutenons cette proposition de loi sénatoriale. Nous en souhaitons une adoption conforme afin que l'État puisse rapidement prendre ses responsabilités en termes de moyens humains, techniques et financiers. Je voulais rappeler que nous vivons malheureusement une sécheresse précoce et que sur le front des incendies, il y a déjà eu un certain nombre d'incendies hivernaux et qu'il y a urgence. Donc il faut que notre commission, notre assemblée puisse adopter rapidement ce texte pour qu'il puisse être promulgué le plus rapidement possible. Mme Goulet, peut-être pour Modem. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Tout d'abord, nous tenons à saluer l'adoption de ce texte par les sénateurs et le travail que vous avez mené, Madame Sophie Mette, à ce sujet. En effet, il convient d'apporter des solutions face à l'intensification des risques incendies dans nos forêts, que l'on a vu se propager dans le sud-est et le sud-ouest, particulièrement au cours de l'été dernier. Demain, avec le réchauffement climatique, ce sera peut-être dans le Morvan. Aucune région n'apparaît protégée dans l'avenir. Nous devons dès lors nous donner les moyens pour anticiper et suivre ces risques et ainsi lutter efficacement. L'économie générale du texte va en ce sens. Il réaffirme par ailleurs la responsabilité du propriétaire, public ou privé, dans une gestion durable des forêts et prépare les populations à adopter des codes de bonne conduite face à ce risque. Il sera également l'occasion pour nous, dans le cadre du prochain budget, de doter les services de sécurité civile de moyens supplémentaires pour le renouvellement de leurs équipements face à l'augmentation du risque et partout sur le territoire, afin que les colonnes de renfort puissent être gréées correctement en cas de besoin. Concernant les articles dont nous sommes saisis ce matin, les articles 20 et 20 bis relatifs à la pérennisation du défi forêt, à la pérennisation du taux réduit de TVA sur les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles sont intéressants. L'économie du bois et ressources renouvelables par essence doit être encouragée aujourd'hui par l'entretien raisonné de nos forêts. Toutefois, comme à notre habitude, nous sommes réservés sur les prorogations sans fin de crédits d'impôt et sans évaluation préalable de ceux-ci. Ensuite, conditionner dans le cadre de l'article 35 le bénéfice des aides publiques forestières à leur comptabilité avec les objectifs de la politique forestière et au respect des conditions environnementales ainsi d'une condition relative à la défense des forêts contre les incendies dans les zones à risque est une bonne chose pour inciter au bon comportement de la gestion des bois et forêts. Il en va de même pour l'article 37 qui vise à augmenter le plafond de dépôt autorisé sur un compte d'investissement forestier et d'assurance à hauteur de 5 000 € par hectare. Concernant l'article 36, nous émettons les mêmes réserves que Madame la rapporteure. Pour conclure, le groupe démocrate est favorable à ce texte auquel des modifications seront proposées dans les commissions et en séance publique. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste, Philippe Brun. Merci, Monsieur le Président. Les mesures de la présente proposition de loi vont évidemment dans le bon sens et visent à insuffler une culture du risque incendie en France en la déclinant à tous les échelons de notre politique de gestion forestière, et les socialistes partagent cet objectif.
Les sénateurs socialistes ont voté favorablement à ce texte et donc les socialistes de l'Assemblée nationale feront de même. Cependant, nous voulons souligner que ce texte donne des nouvelles missions à toutes les structures du secteur et intégrer le risque incendie dans tous les documents de gestion forestière doit nécessairement s'accompagner des moyens suffisants pour rendre la stratégie nationale et les différents plans de lutte contre le risque incendie opérants. Et nous aurons évidemment ce débat lors du prochain projet de loi de finances. Merci. Pour le groupe Horizon, Monsieur Jolivet. Merci, Monsieur le Président. Le groupe Horizon et Apparentés se réjouit de la qualité du travail du Sénat sur ce texte. Nous avons toutefois 3 réserves. Nous proposerons de supprimer la ligne 2 de l'article 20. J'ai vu que nous avions un certain nombre de groupes qui ont proposé la suppression, mais nous préférons nous en tenir à la loi de finances 2023 récemment adoptée. Vous dire aussi que concernant le taux de TVA réduit, je comprends les réserves qui sont exprimées par certains groupes. En revanche, le plan de relance porté par l'État s'éteint au 31 décembre 2024, donc il sera très difficile pour les propriétaires d'engager les travaux en 2024 s'ils ne bénéficiaient pas de ce taux réduit. Donc peut-être faudrait-il le repousser au 31 décembre 2024. Vous dire que nous interrogeons beaucoup sur le crédit d'impôt créé par l'article 10, sur le crédit d'impôt défrichement. Cela signifierait que les propriétaires qui n'entretiennent pas leur terrain pourraient bénéficier d'une manne et d'une ressource publique, alors que dans le droit de propriété, il y a l'obligation d'entretien. Peut-être n'est-ce pas le bon véhicule. Donc j'espère que nous pourrons travailler sur ce sujet. Vous dire au détour que certains débats sont installés aujourd'hui entre les administrations centrales et le corps préfectoral. Et je souhaiterais, et nous souhaitons beaucoup, que le centre de gravité de l'action publique de la prévention des risques soit au plus près du terrain et que ce soit partagé entre le préfet et le président du conseil départemental. C'est la raison pour laquelle nous insistons beaucoup pour que le préfet, et ce sera dans d'autres commissions, que le préfet, directeur des opérations de secours, soit la personne pierre angulaire de la prévention en matière d'incendie, et saluer au détour l'ensemble des propriétaires privés qui plantent des forêts, parce que souvent quand ils les plantent, il faut savoir qu'ils n'en ont pas la manne et la ressource, puisqu'ils plantent pour 3 générations. Merci beaucoup. Christine Arrigui pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. À l'approche de la saison estivale, notre pays souffre d'un déficit hydrique important et des feux de forêt ont déjà ravagé plusieurs centaines d'hectares. Pour 2022, 291 feux ravageurs ont décimé 66 000 hectares. La lutte contre les incendies est un sujet majeur pour les écologistes car il vise à protéger la nature et les humains parce qu'il met en évidence les conséquences du changement climatique et notre manque de résilience. Pour l'année 2023, alors même que nous ne sommes qu'au mois de mai, déjà 207 départs d'incendie ou incendies ont été enregistrés. 207 et nous ne sommes qu'au mois de mai. Il importe de renforcer la prévention et l'organisation territoriale de la lutte contre les incendies dans un contexte où ils se font de plus en plus menaçants. Pour cela, il convient de sortir de la logique purement réactive qui consiste à attendre de vivre les drames, en l'occurrence les incendies que nous connaissons. Le changement du modèle est donc nécessaire et doit être accompagné de moyens financiers suffisants pour une mise en œuvre réussie dans le cadre du soutien à une forêt résiliente et durable. Nous vous avons par exemple proposé lors de l'examen du PLF 2023 des amendements du renforcement des moyens de l'Office national des forêts, dont l'une des missions est de gérer et protéger durablement les forêts qui elles-mêmes constituent une richesse écologique car elles abritent près de 80% de la biodiversité terrestre. Ces amendements ont été rejetés, je dirais même pas rejetés, ils n'ont même pas été examinés puisque le 49.3 est intervenu. Je rappelle la position critique du Sénat sur le manque d'ambition de ce texte et le besoin d'investir davantage dans la prévention et les solutions fondées sur la nature. Ces critiques, nous les partageons. Les sujets portés dans ce texte sont pourtant d'une grande utilité. Nous voterons donc pour ce texte à ce stade de l'examen. Il convient toutefois de l'enrichir, comme ont dit d'autres collègues dans cette commission, en s'appuyant sur les nombreuses propositions faites dans les différentes propositions qui examinent le texte, pour enfin faire de la lutte contre l'intensification et l'extension du risque d'incendie une vraie réalité. Merci. Pour le groupe Lyotte, Charles de Courson. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, en raison du changement climatique, les méga-feux, comme nous en avons connu en 2022, pourraient devenir la norme.
C'est pourquoi il est urgent de renforcer les moyens de lutter contre les incendies et nous préparer à investir davantage avant l'été 2023. Mais sur le fond, c'est toute la politique forestière qu'il va falloir réformer pour l'adapter au réchauffement climatique. Sur le texte proprement dit, auquel nous sommes favorables, j'aurai 3 remarques. D'abord, sur la saisine, nous avons parlé, je suis un peu étonné que sur 3, voire 4 articles, 10, 32, 33 et article 11, on ne soit pas saisi. Deuxièmement, la pérennisation après 2025 et l'élargissement du défi forêt est bienvenue, de même que celle du taux de TVA à 10% sur les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière. Et puis, troisièmement, sur le titre 8 relatif aux forêts, nous saluons une disposition visant à développer l'assurance, y compris l'auto-assurance. De même, il est normal que l'octroi d'aides publiques soit conditionné aux objectifs de la politique forestière dès lors qu'ils soient compatibles entre eux. Enfin, sur le CNPF, nous souhaitons l'entrée des 2 parlementaires dans son conseil d'administration afin de mieux suivre et de promouvoir cet opérateur. Bien, merci. Je repasse la parole à la rapporteure pour quelques retours sur les explications que nous avons eues. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais essayer de répondre à chacun d'entre vous. Monsieur Lefebvre, vous vous interrogez sur la présence de dispositions fiscales. Je rappelle qu'il n'y a pas de monopole de la loi de finances sur la fiscalité, donc voilà, hélas. Mais il est de bonne pratique de rassembler ces dispositions dans le budget, surtout quand elles ne sont pas évaluées. Monsieur Sabaton, il n'est pas nécessaire d'attendre le PLF pour une mise en application, mais attention, l'élargissement de certaines mesures est déjà en vigueur sans retour de son appropriation. Monsieur Chauche, c'est ça, je ne me trompe pas. Chauche, ouais. De même, je salue l'engagement des sapeurs-pompiers, mais aussi de la gendarmerie qui a été très présente sur tous les incendies. Je me joins à vous sur la problématique du changement climatique. Mais vous parlez qu'on n'adopte pas un changement de modèle dans la sécurité civile. Je pense qu'effectivement, c'est important. C'est pas le cœur du sujet du texte du Sénat. Et sur les crédits, je vous propose vous pouvez déposer des amendements à la commission des lois sur la partie qui concerne Éric Pauget. Vous dites n'être pas favorable à la prolongation des mesures fiscales. C'est vrai qu'on peut constater que l'efficacité aujourd'hui est incertaine et on attend d'avoir effectivement une évaluation. Je m'étonne que vous soyez contre la promotion des assurances. Monsieur Brun, vous soutenez la PPL en l'état, et vous demandez que l'État fasse preuve de prendre ses responsabilités vis-à-vis de la sécheresse. Je partage ce point de vue, tout à fait. Madame Goulet, vous avez raison de dire qu'aucune région aujourd'hui n'est protégée et que l'avenir n'est pas très favorable. Et vous parlez effectivement de la responsabilité des propriétaires publics et privés. Et je pense que c'est un sujet qui est très important et que nous travaillons aujourd'hui. Et il faut... vous allez dans mon sens quand vous dites il faut faire attention, il faut d'abord évaluer les aides fiscales avant de les proroger. Et je pense que ça, c'est un sujet important pour l'État et pour notre commission, et votre commission. Monsieur Brun, vous êtes dans la culture du risque. Il faut donner des moyens aux opérateurs et je suis d'accord avec vous. Monsieur Jolivet, vous posez des réserves sur la prolongation du défi, sur le taux de TVA réduit pour les travaux et vous regrettez que l'absence de l'article 10. Je partage complètement aussi ce sujet. Bien sûr, la prévention des risques doit être aussi sur le terrain pris en charge par le préfet. Moi, je peux constater que sur les incendies cet été en Gironde, le préfet a eu, et les sous-préfets ont eu toute leur part dans cette prise en charge. Madame Arrigui,
vous parlez bien sûr malheureusement, du déficit hydrique. Et effectivement, nous constatons tous qu'il y a déjà des feux cet hiver et ce début de printemps, et nous le regrettons tous. Donc il faut effectivement sortir de cette logique réactive, et je pense que ce que ce texte de loi propose d'une manière générale va dans ce sens. Vous avez parlé des problèmes d'effectifs de l'ONF. La loi de finances 2023 a gelé les effectifs de l'ONF qui devaient diminuer. Et je pense que c'est une des premières fois où on arrête de faire baisser le nombre, les effectifs. Et l'ONF a bénéficié de plus de 10 millions d'euros suite à un amendement du gouvernement. Monsieur de Courson, mais voilà, vous voulez saisir, comme vous êtes venu me le dire, la commission de pouvoir travailler sur les articles 10, 11 et même 1, 2, 3, oui, 32 et 34. Écoutez, je prends bonne note. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de vos propositions. Merci. Merci. On va passer aux amendements de l'article 20, avec 2 amendements identiques dont seul le premier sera défendu. Marc Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de supprimer cet article, pas tant sur le fond que sur la forme, considérant qu'il doit avoir sa place en loi de finances. J'aurais d'ailleurs salué le travail de notre collègue Daniel Brulbois, qui était à l'origine de la prorogation de cette dépense fiscale en loi de finances l'an passé. En revanche, cette dépense fiscale, elle s'éteint, si je ne me trompe, au 31 décembre 2025. On aura donc 2 lois de finances et tout loisir pour procéder à son évaluation, le cas échéant éventuellement l'élargir. Mais en tout état de cause, il faut que ça se fasse en loi de finances et pas nécessairement dans la prochaine, compte tenu d'ailleurs de cette échéance. Madame la rapporteure. Alors, si vous le permettez, je vais inclure, je vais répondre, faire un argumentaire commun pour plusieurs amendements. Donc, les amendements de Monsieur Lefebvre et l'amendement du rapporteur général, bonjour, qui refuse à la fois la pérennisation du dispositif fiscal d'encouragement à l'investissement en forêt et son extension. Cela revient à maintenir le dispositif dans sa version réformée par la loi de finances pour 2023. Le défi est un outil utile. Il n'est pas question de revenir dessus. Tout au contraire, nous l'avons élargi et simplifié l'automne dernier à l'initiative de notre collègue, vous l'avez dit, Daniel Brulbois, et avec le vote conforme du Sénat. Les modifications sont à peine en vigueur depuis 4 mois. Simplification en un seul crédit d'impôt, alors qu'il existait avant des cas de simple réduction, alignement des taux à 25% et des plafonds de dépenses sur l'hypothèse la plus large, assouplissement des superficies du volet assurantiel. En revanche, c'est un levier imparfaitement documenté. Il est clair qu'une part du problème vient du fait que le gouvernement ne nous a pas fourni les chiffres nécessaires sur le nombre de bénéficiaires et le montant des pertes de recettes. Donc je dirais qu'il faut attendre de savoir comment les propriétaires se saisissent de la nouvelle mouture du défi forêt du PLF 2023. Donc il n'est pas bon d'aller plus loin aujourd'hui, mais nous demandons tous à l'exécutif de faire cet effort d'évaluation. Donc sur les amendements de repli, ils n'ont pas... Voilà, donc j'attends un peu. Voilà. Je prends un pour et un contre. Charles Stenstou. Merci, Monsieur le Président. Oui, pour aller en faveur de l'amendement déposé par notre collègue Lefebvre, parce que en fait, cet article est assez symptomatique des problèmes que pose ce texte, y compris sur les articles dont nous n'avons pas été saisis, notamment l'article 10, c'est-à-dire qu'on traite de sujets fiscaux importants, on crée de nouvelles niches fiscales ou on proroge des niches fiscales sans les avoir évaluées. Et franchement, voilà, tout ça n'est pas très conforme, je pense, au sérieux qu'il faut avoir autour de ces sujets-là. Le sujet de la lutte contre les feux de forêt est bien sûr fondamental et on soutiendra ce texte. Mais glisser des dispositifs fiscaux au milieu d'un pareil texte, c'est pas de très bonne politique. Charles de Courson. Oui, un petit commentaire sur l'exposé des motifs de notre rapporteur général.
quand il dit « La suppression du plafond de 25 hectares pour bénéficier du volet acquisition constituera un effet d'aubaine pour les acquéreurs les plus fortunés ». Absolument pas, puisque le défi forêt-acquisition est plafonné à 6 250 € d'achat. Donc 25% de 6 250 €, ça fait allez, 1 500 €. Donc ce n'est pas les gens les plus fortunés qui font cela. Sur son argument sur l'élargissement des travaux éligibles, notre rapporteur général dit que ça relève du règlement. Il n'a pas tout à fait tort, mais les articles 34 et 37, plus personne ne les respecte. Alors, voilà, bon, ce n'est pas un argument. Quant à son autre argument, le crédit d'impôt doit rester réservé aux propriétés présentant des garanties de gestion durable, c'est le cas. Et donc, le seul élargissement, au-delà du plan centre de gestion et du RTG, c'est quelques cas particuliers de respect hors RTG et plan centre de gestion. Bon, je veux dire, pourquoi pas, mais enfin, ça n'ira pas loin. Donc je trouve que les arguments de notre rapporteur général sont un peu faibles. Alors bien, là, comme il a été interpellé, je lui donne la parole, puisqu'il n'était pas là au moment de la défense de son amendement. Oui, merci, monsieur le Président. Oui, deux choses pour venir à ce qui a déjà été dit par mes collègues. La première, c'est que proroger et élargir un dispositif dont on n'a pas encore tiré la moindre conclusion me paraît absolument prématuré. Donc je pense qu'il faut avoir cette sagesse, d'avoir un petit peu de recul par rapport à des mesures que nous avons votées dans le PLF 23. Donc je pense que c'est une sage décision que d'évaluer avant d'envisager de proroger, quel que soit le sens d'ailleurs. Ça, c'est une règle de base. Puis, deuxième point qui vient d'être rappelé par notre collègue, c'est que, et ça je m'adresse à l'ensemble des commissaires aux finances, attention de ne pas multiplier en dehors du PLF les mesures fiscales. Je vois se multiplier au travers de PPL, de tous les groupes d'ailleurs, cette tentation que d'ouvrir de nouvelles niches, de nouvelles dépenses fiscales, en oubliant la cohérence qui doit être, la recherche de la cohérence qui doit être la nôtre au sein du PLF. Donc je pense que là, il y a un danger un peu global, un peu général, et cette PPL ne fait pas exception à cette règle, même si, évidemment, sur l'ensemble de la PPL, j'y suis absolument favorable. Merci, Monsieur le Président. Bien, je propose de passer au vote. Qui est pour l'article 57-63 ? Oui, pour l'amendement. Pour l'amendement de suppression. Qui est contre ? Bon, c'est pas la peine de compter. Amendement validé, article supprimé. On passe au 20 bis. Monsieur Lefebvre, à 58. Merci, Monsieur le Président. C'est la même logique qui préside à cet amendement. On est là en face d'une dépense fiscale qui est bornée dans le temps, à l'initiative d'ailleurs de l'ancien rapporteur général Joël Giraud. Il nous paraît de bon esprit que de la proroger éventuellement en loi de finances. Et je répondrai en cela à l'argument de M. Brun. Rien n'empêche la célérité dans l'application de cette mesure si toutefois ce taux réduit de TVA venait à être évalué positivement, dans la mesure où la loi de finances étant parue avant le 1er janvier 2024, si le Parlement venait à la proroger, ce serait tout aussi efficace que dans ce texte. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement maintient le bornage au 31 décembre 2023 des travaux éligibles au taux réduit de 10% pour la taxe sur la valeur ajoutée sur certains travaux sylvicoles. Je partage le diagnostic de nos collègues sénateurs sur le fait que les travaux donnant droit à ce taux réduit de TVA sont nécessaires à l'entretien des espaces forestiers de première importance dans un contexte de lutte contre le changement climatique et participent précisément à la prévention des risques d'incendie.
L'objectif de votre amendement, monsieur Lefèvre, que je soutiens, n'est pas de supprimer ce dispositif, mais de conserver son bornage, qui résulte d'une initiative de monsieur Giraud, notre ancien rapporteur général. Le bornage des dépenses fiscales est une bonne pratique. Il invite à nous poser à échéance régulière la question de savoir si un avantage doit être conservé, renforcé, réduit ou supprimé pour ne pas accuser une perte de recettes qui n'aurait pas l'effet souhaité. Or, ni les documents budgétaires, ni la direction de la législation fiscale que j'ai auditionnés ne sont actuellement en mesure de donner le coût de cette mesure ni le nombre de bénéficiaires. En l'absence d'une démonstration de l'efficacité de ce taux réduit, rien ne justifie de le prolonger. Dans son rapport du 9 février dernier, le Conseil des prélèvements obligatoires, le CPO, a rappelé avec beaucoup de clarté que les baisses de TVA ne sont ni un levier économique efficient, ni un instrument opportun face aux défis environnementaux. Nous serons prêts à renforcer cette aide aux travaux sylvicoles si le gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, produisait une étude d'ici à l'examen du PLF pour 2024. Je vous remercie. Donc un avis favorable. Merci. Charles de Courson. On a toujours le même problème, c'est qu'on s'y prend trop tard pour savoir si on pérennise ou on ne pérennise pas. Ce crédit d'impôt, il expire à la fin de cette année, c'est-à-dire, oui, le taux à 10%, au lieu de 20%. Donc, on n'a plus que devant nous que 8 mois. Donc, quand vous faites des travaux forestiers, en général, vous faites faire des devis, et il y a un délai. Et donc, si on était sage, il faudrait qu'on tranche de cela 1 an avant la date d'abrogation. Parce que sinon, ça paralyse en fin d'année, parfois pendant plusieurs mois. Voilà, c'est ça l'observation. Et donc, l'avantage de l'article 20 bis, ça consiste à dire, on prolonge. Et vous savez, l'évaluation, vous ne l'aurez pas plus en septembre qu'aujourd'hui, puisque c'est en septembre que la loi de finances fin septembre est déposée. Donc l'argument qu'on n'a pas d'évaluation, c'est vrai. D'ailleurs, si vous regardez les dépenses fiscales, il y a très peu de bénéficiaires, très peu. Et d'ailleurs, c'est globalisé, les 4 défis sont globalisés, si vous regardez le rapport sur les dépenses fiscales. Donc moi, je serais plutôt pour maintenir le texte du Sénat, pour essayer d'encourager la poursuite des travaux forestiers sans attendre, disons, le 31 décembre. Philippe Brun. D'ajouter l'argument de notre collègue Charles de Courson, quand on regarde le bleu voies et moyens, un certain nombre d'ailleurs de dépenses fiscales ne sont pas chiffrées. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de bénéficiaires qu'on voit écrit non communiqué pour la ligne de la dépense fiscale en question. Et donc, finalement, attendre la prochaine loi de finances semble superfétatoire. J'ajoute également qu'en raison de la nouvelle situation politique que connaît notre Assemblée, nous sommes dessaisis de fait de pouvoir voter ce projet de loi de finances. Et donc, finalement, le fait de pouvoir débattre dans une loi ordinaire qui, a priori, ne fera pas l'objet d'un 49.3 de la pérennisation d'un taux réduit de TVA, je crois que cela renforce notre office et nous permet d'en débattre, ce qui ne sera malheureusement probablement pas le cas dans le prochain projet de loi de finances. J'ai eu 2 contre, donc du coup je vais prendre 2 pour. Monsieur Jolivet, c'est un pour. C'est quoi? Voilà, attendez, je vais prendre d'abord des pour. Oui, c'est ce que je pense. Madame Louwagie, vous êtes pour ou contre? Vous êtes contre l'amendement. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un par groupe. D'accord? Il y a un débat, manifestement. Allez-y. Merci, monsieur le Président. En loi de programmation des finances publiques, qui malheureusement n'a pas été adoptée, nous avions posé quelques principes de bonne gestion des finances publiques. Et s'agissant des niches fiscales, s'agissant des dispositifs fiscaux en tout genre, type crédit d'impôt, exonération, etc., nous avions posé des principes simples. Quand on ne connaît pas le nombre de bénéficiaires d'un tel dispositif, quand on ne sait pas précisément combien ça coûte, eh bien, il faut supprimer ce type de dispositif. Pour une raison simple, c'est que le Parlement doit connaître précisément
l'ensemble des engagements financiers de l'État. On est dans une démarche où le Parlement est d'une certaine façon dessaisi. Quand on ne sait pas combien coûte une niche fiscale, quand on ne sait pas quel est le nombre de bénéficiaires, ça pose quand même un problème. Bon, par conséquent, ce type d'amendement s'inscrit en définitive dans une logique de bonne gestion des finances publiques. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis pour cet amendement qui s'inscrit dans cette cohérence de bonne gestion des finances publiques. Merci. Véronique Louwagie. Oui, merci Monsieur le Président. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, outre la bonne gestion des finances publiques, il faut bien gérer nos forêts. Et je crois que ça, c'est essentiel. Et cette PPL qui a pour objet de renforcer la prévention et de lutter contre les risques d'incendie, étant entendu que ces risques augmentent, et nous le savons, et prennent des dimensions relativement importantes, il est très important de dynamiser la gestion des forêts et de promouvoir aussi, et de faire en sorte que tous les acteurs, tous les citoyens se saisissent au mieux de tous les éléments pour bien gérer la forêt. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette PPL, et cela a été dit en préalable par notre collègue Fabrice Brun, nous avons intérêt à l'adopter en l'état, parce qu'il faut qu'elle soit adoptée très rapidement, qu'elle produise ses effets dès cet été. Nous avons effectivement une situation de sécheresse qui, dans certains départements, va être très importante, extrêmement importante, et il est important d'y apporter une solution dans les meilleurs délais. Monsieur Le Thiou. Oui, Monsieur le Président, j'entends les impératifs de bonne gestion, mais quand vous avez des niches fiscales qui sont parfois incitatives, donc incitatives par essence, c'est permettre à des gens qui ne le feraient pas, si par exemple il n'y avait pas la niche, de le faire. Donc après, vous ne pouvez pas savoir combien de personnes vous allez finalement inciter. Donc à un moment, il y a toujours une certaine incertitude dans certaines niches fiscales. Et si on l'a prise, c'est justement parce qu'on considère, a priori, qu'il y a un intérêt public, un intérêt général à faire en sorte que les gens interviennent et à faire en sorte qu'on renforce finalement l'action pour laquelle on fait une niche fiscale, ce qui est le cas en l'espèce, on veut inciter. Et le problème aussi, ce qui est important en termes de bonne gestion, c'est une stabilité. Si on prend une mesure pour un an, Monsieur de Courson l'a dit tout à l'heure, on n'aura pas d'évaluation dans 3 mois, parce que ça fait 9 mois. Le temps que les gens soient informés, qu'ils décident de faire les travaux, qu'ils demandent les devis, qu'ils fassent les choses, une fois qu'ils seront prêts, on va leur dire, ben non, finalement, le dispositif qu'on avait mis en place, vous y avez plus droit. Et on est reparti pour un tour. Je crois qu'à un moment, bien sûr qu'il faut évaluer, mais il faut un minimum de stabilité pour permettre, et de recul pour permettre de le faire. Voilà pourquoi on se raconte cet amendement. Merci, Monsieur Bompard. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, que l'on fasse et qu'on ait besoin de faire un travail d'évaluation de l'ensemble des niches fiscales qui existent pour les rationaliser, en supprimer un certain nombre, ça nous paraît une évidence, mais je voudrais quand même faire 2 remarques. Premièrement, qu'on nous avait déjà annoncé que ce travail allait être fait dans la discussion de la précédente loi de finances, et clairement, ce travail a accouché d'une souris. Et deuxièmement, là, j'étais quand même assez interloqué par la prise de parole de mon collègue de la minorité présidentielle. Parce que nous dire qu'il ne faut pas le faire maintenant parce que ça reviendrait à dessaisir le Parlement, mais qu'on peut le faire dans la prochaine loi de finances, quand on connaît les circonstances dans lesquelles a été adoptée la précédente loi de finances, et que ça reviendrait à permettre au Parlement d'exercer sa pleine responsabilité, c'est quand même assez hallucinant. Hormis si vous venez de prendre un engagement de ne pas utiliser l'article 49.3 de la Constitution sur la prochaine loi de finances. Donc peut-être que vous pouvez nous le confirmer. Mais sinon, utiliser l'argument de la revalorisation du rôle de Parlement contre cet article me paraît assez fort de café. François Jolive. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous dire mes réserves sur le fait de pouvoir renoncer au taux de TVA de 10% pour l'année 2024. En effet, l'État, dans le cadre du plan de relance, s'est lancé dans un effort sans commune mesure et du jamais vu en France pour aider à la replantation de forêts. Et si ça s'arrêtait au 31 décembre 2023, ça veut donc dire que toutes les plantations prévues en 2024 seraient soumises à un taux de TVA de 20%, ce qui signifierait que beaucoup de propriétaires, publics ou privés, cesseraient de planter. Et je comprends les propos de mon collègue Labaronne qui dit la bonne gestion, oui, mais le ministère métier, il avait dit que pour sauver la forêt, il fallait faire ça, ça et ça. Donc, sans doute faudrait-il plutôt
reborner cette niche et au moins qu'elle dure jusqu'au 31 décembre 2024. Voilà. Et j'espère que le ministère métier, environnement ou agriculture sauront se saisir de ce sujet avant le passage en séance. En tout cas, notre groupe déposera un amendement en séance dans ce sens, afin de borner la niche fiscale TVA à 10% jusqu'au 31 décembre 2024. Perrine Goulet pour le MoDem. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, nous sommes toujours, nous, au MoDem, toujours embêtés par la pérennisation de crédits d'impôt ou de mesures de TVA qui ne sont pas évaluées, qui ne nous permettent pas d'avoir ce contrôle exhaustif de ces manquements, j'allais dire, pour l'État. Donc c'est pour ça, effectivement, que nous soutiendrons l'amendement de suppression qui ont été déposés par nos collègues. Quant aux questions de nos collègues sur le fait qu'il ne faut pas le remettre en loi de finances parce qu'il y aurait potentiellement un 49.3, mes chers collègues, je tiens à vous rappeler qu'il ne tient qu'à nous qu'il n'y ait pas de 49.3 si on arrive enfin à sortir des postures et à discuter à un vrai projet de loi de finances. Donc mes chers collègues, nous sommes prêts à travailler. Venez vers nous. Ouais. Bon, comme j'avais normalement des équilibres pour compte et que je les ai perturbés avec donner le droit de parole à chaque groupe, je donne un autre pour, parce qu'on n'est plus en équilibre. Nadia, et après j'arrête. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vraiment, moi, je commence très sincèrement à m'interroger sur le sérieux de cette commission. J'ai connu Charles de Courson beaucoup plus rigoureux. J'ai connu aussi les Républicains beaucoup plus rigoureux lors de la discussion de la loi de programmation de nos finances publiques qui demande une baisse de nos dépenses fiscales. Et aujourd'hui, on s'apprête à voter un dispositif qui, là aussi, entraînerait une diminution des recettes sans aucun, encore une fois, sans aucun résultat probant, documenté, sourcé. Très sincèrement, là aussi, je doute très fort de la qualité des travaux de cette commission. Il a été dit par la rapporteure, il n'y a pas de bord, enfin, ce dispositif que nous apprêtons à poursuivre, donc connaît aujourd'hui un bornage, et s'il connaît un bornage dans le temps, c'est parce que justement il y a des travaux d'évaluation qui sont menés sur ce dispositif, cet avantage fiscal, et c'est une discussion, je suis désolée de vous le dire, Monsieur de Courson, vous avez beau ne pas être d'accord, mais c'est une discussion que nous devons avoir au projet de loi de finances, pas dans une PPL, discuter avec un groupe qui d'ailleurs nous invite à diminuer nos dépenses publiques, et bien de voter un avantage fiscal aujourd'hui qui n'a pas les résultats escomptés. Donc notre majorité, pour le sérieux budgétaire, pour le sérieux les travaux de cette commission, votera évidemment cet amendement. Merci. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Juste un point. Il s'agit juste de remettre un peu en perspective. Il y a eu en juillet 2020 une loi de finances 2000, loi de finances rectificative pour 2000. En fait, le B-septi de l'article 279 du DICODE dispose ainsi que la TVA est perçue à un taux réduit de 10% sur les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers. Ça veut dire que ce taux réduit, il existe depuis 2000. Donc, il n'a pas été créé hier. Hein. Donc, vous disiez, Monsieur Le Thioult, que c'était nouveau et que, effectivement, les propriétaires forestiers n'étaient pas au courant. Cela existe, ce taux réduit existe depuis 2000. Et un autre point, si vous le permettez, Monsieur le Président, je vous ai fait la proposition de faire un courrier commun entre vous, président de cette commission, et le rapporteur général et moi-même, de faire un courrier pour demander l'évaluation de la voie le plus rapidement possible. Donc je pense que ça peut satisfaire aussi à vos demandes. Voilà. En aparté, je vous avais dit que j'en étais d'accord. Donc je vois que le rapporteur aussi. Voilà. Allez, on passe au vote. Qui est pour l'article 50, l'amendement 58 ?
Qui est contre? Qui est contre? L'amendement est validé, donc l'article 20 bis est supprimé. On passe à un amendement rédactionnel, amendement 70, Madame Mette. Oui, c'est un amendement rédactionnel. Donc, je parle de l'article 35. Hein. Il y a avant l'article. Avant l'article 35. Voilà, oui, d'accord. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est amendement rédactionnel. Rédactionnel. Ok. Il y a une intervention sur l'amendement rédactionnel? Non? Qui est pour? Qui est contre? Amendement retenu. On passe au 71, Madame Mette. Ah non, il est derrière. D'accord. Pardon. Oui. Alors, cet amendement, c'est une clarification sur les objectifs de la politique forestière. Donc, cet amendement conserve le seul élément non satisfait, à savoir la lutte contre les incendies, et l'insère de manière plus adéquate. Je pense qu'il y a des amendements identiques, c'est ça? Non, ils sont à l'article 35. Ah d'accord, ils sont à l'article 35. Donc, sur la forme, compte tenu de la rédaction du Code, il est plus simple de supprimer les mots « en outre » et d'insérer un saut d'alinéa. Sur le fond, je suggère un compromis. Nous pouvons rappeler le principe suivant, lequel l'article L. 121.6 doit respecter l'article L. 121.1, même si c'est une véritable répétition. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est une intention souvent exprimée dans nos deux assemblées. Mais il ne faut pas surcharger la loi en écrivant 2 fois la même chose à quelques lignes d'intervalle. La diversification des essences, l'adaptation aux contraintes du terrain et du climat figurent déjà explicitement dans l'article L. 121.1 et ses compléments réglementaires, tandis que l'obligation de respecter les arrêtés préfectoraux relève de l'évidence, le contraire pouvant être sanctionné par l'administration ou le juge. En revanche, un élément n'est pas satisfait dans le texte de nos collègues du Sénat, à savoir la lutte contre les incendies, ce qui est d'ailleurs l'objet même de la proposition de loi, et il faut naturellement le conserver en retirant les détails qui alourdissent le texte et sont en contradiction avec ce que prévoit l'article 2 de la PPL. Ok. Est-ce qu'il y a des réactions? Pas de réaction. Qui est pour? Qui est contre? L'article est validé. L'amendement est validé. Le 34 qu'il défend, Marie. Nous parlions tout à l'heure de forêts résilientes. Aujourd'hui, l'essentiel des volumes de plantation est réalisé dans des forêts industrielles, souvent résineux. Depuis quelques années, la faible résilience des plantations monospécifiques entraîne des catastrophes de plus en plus importantes. Pourquoi? Car les espèces monospécifiques ou pauvres en espèces sont en effet très sensibles aux insectes herbivores et aux maladies. Ces sites sont moins résistants au changement climatique et à la sécheresse et aux incendies. Donc, les stocks de carbone sont donc vulnérables. Et nombreux sont les travaux qui montrent que quand on a plusieurs espèces en mélange, on a des forêts beaucoup plus résilientes par rapport au changement climatique, fonctionnant mieux. Le maître mot, donc, en matière de forêt, c'est la diversification. C'est pourquoi cet amendement vise à exclure les pratiques sylvicoles, telles que les plantations monospécifiques et la transformation de forêts diversifiées en ce type de plantation. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement propose d'inscrire dans le Code forestier que la politique forestière exclut la sylviculture monospécifique. Cet amendement s'éloigne considérablement du champ des articles délégués à la Commission des finances qui concernent le traitement fiscal des travaux forestiers et l'assurance des parcelles. Sur le fond, je suis en désaccord avec votre proposition. L'article 121.1 du Code forestier, relatif aux orientations générales de la politique forestière, confie déjà à l'État le rôle de veiller à l'adaptation des essences forestières au milieu, en prenant compte la problématique du changement climatique afin de favoriser la résilience des forêts en mobilisant l'ensemble des techniques sylvicoles, notamment la diversification des essences et au maintien de l'équilibre et de la diversité biologique. La forêt française est riche de sa diversité.
Le stock de bois sur pied se répartit entre environ 64% de feuillus, chênes, hêtres, châtaigniers et autres, et 36% de résineux, sapins, épicéas, pins sylvestres ou maritimes. Les espèces sont très diversifiées puisque l'IGN en recense 146, dont 4 représentent 50% du volume de bois sur pied, que sont le chêne, hêtre, sapin et épicéa, alors que l'Allemagne n'en possède que 51, dont 4 représentent 75% et la Suède 26, dont 3 représentent 92%. Loin de certains fantasmes sur une majorité de surfaces peuplées de dangereux résineux, les peuplements monospécifiques ou mélangés sont équilibrés, 7,4 et 7,3 millions d'hectares. Tout en encourageant la diversification utile face aux feux et aux défis climatiques, il faut faire montre de pragmatisme et laisser les plantations s'adapter aux spécificités de chaque terrain sans imposer une vision unique dans la loi. Et donc l'avis défavorable ? Avis défavorable. Merci. Monsieur de Courson. Oui, je suis, comme Madame le rapporteur, défavorable à cet amendement, parce que vous avez une extrême diversité de la nature des sols. Si vous avez des sols extrêmement mouillants, vous n'allez pas reprocher à un popiliculteur, puisque ça s'appelle comme ça, de replanter des peupliers, parce qu'il n'y a guère que des peupliers qui poussent. Prenez dans la forêt landaise, l'idée de diversification, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Parce que dans le sable, bon, les pins arrivent à peu près à pousser, mais vous voyez, donc gardons-nous de grandes idées qui sont inadaptées à l'extrême diversité des sols. Madame Arrigui, est-ce que vous voulez répondre ? C'est-à-dire que, en fait, dans le verbe, on a évidemment les intentions, et quand il s'agit de passer aux actes, il y a toujours des réticences, voire des oppositions. Et au bout du compte, on se retrouve avec les situations avec lesquelles on se retrouve et avec lesquelles on se retrouvera de plus en plus. Exemple au Portugal, où on a changé l'ensemble des chênes lièges par des eucalyptus, et on se retrouve avec des forêts qui sont complètement ravagées parce que c'est un arbre absolument inflammable. Et les pratiques de la même façon en France, qui font qu'aujourd'hui, on va se retrouver de plus en plus avec des forêts qui ne sont pas résilientes. Et donc, vous parlez de résilience, mais vous ne mettez pas en œuvre les paroles que vous dites. Des paroles et pas des actes. Allez, on passe au vote de l'amendement. Qui est pour l'amendement 34 ? Qui est contre ? Amendement rejeté. On passe à l'article 35, amendement 52, qu'il défend. Monsieur Salah ? Monsieur Rome ? Personne ? Monsieur Chauche. Par cet amendement, nous souhaitons réaffirmer la nécessité de conditionner les aides publiques à des objectifs écologiques de séquestration du carbone et de conservation. Les aides publiques pourront être données si elles contribuent à augmenter les puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers, et à améliorer l'état de conservation des habitats forestiers. La forêt a en effet des fonctions essentielles pour l'ensemble de l'environnement: purification de l'air et de l'eau, stockage du CO2, préservation des biotopes, libération d'humidité, etc. C'est pourquoi il est nécessaire de soutenir les forêts les plus diverses en essence et en âge, qui permettent à la fois le maintien d'écosystèmes complexes et une meilleure protection contre les maladies, les aléas climatiques et les incendies. Cela permettra de limiter les possibilités de libération du carbone, qui est un risque important avec des forêts non résilientes aux conséquences du dérèglement climatique. Madame la rapporteure. Donc cet amendement crée une conditionnalité des aides publiques au stockage de carbone et à l'amélioration de l'habitat forestier, mais ne fait que rappeler ce que la loi prévoit déjà. Alors je vous propose de retirer cet amendement, ou à défaut, je lui donnerai un avis défavorable, bien moins à raison d'un désaccord entre nous que parce qu'il n'apporte aucune modification de l'état du droit. Vous voulez réaffirmer, je reprends votre terme, dans un article ce qui figure déjà dans les articles qui le précèdent. C'est donc évidemment satisfait sur la forme et sur le fond. L'article L. 121-6 du Code forestier vient apporter des précisions sur les modalités selon lesquelles les aides sont attribuées, mais leur objet est clairement défini par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du même Code.
Les financements et les investissements de la politique forestière sont conformes au principe, entre autres, de l'adaptation des essences forestières au milieu, en prenant en compte la problématique du changement climatique afin de favoriser la résilience des forêts, en mobilisant l'ensemble des techniques sylvicoles, notamment la diversification des essences, la migration assistée ou la régénération naturelle, l'optimisation du stockage de carbone ou l'adaptation des forêts au changement climatique. La politique forestière favorise la recherche de contreparties pour les services rendus en matière environnementale et sociale par les bois et forêts, et l'État privilégie les initiatives des propriétaires forestiers en faveur d'une gestion durable et multifonctionnelle. L'article D 156-7 du même code précise encore que les subventions de l'État sont fléchées vers les travaux d'amélioration des forêts, y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique, de desserte forestière, de prévention et de défense des forêts contre les incendies, de reconstitution dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ou de protection ou restauration de la biodiversité. D'ailleurs, l'essentiel des dispositions que je viens de citer, notamment le principe de conformité des financements aux objectifs de l'article L. 121-1, vient d'une série d'amendements identiques proposés par Canopé que nous avons adoptés lors de l'examen du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, déposé par les groupes de la REM, des Républicains, LFI, LT, PS, EDS et la France Insoumise. C'était l'amendement numéro 6739. Il est vrai qu'à la fin, vous aviez noté contre l'ensemble du texte, ce qui est dommage, mais nous connaissons tous votre cohérence. Une demande de retrait, alors. Je maintiens l'amendement. OK. Mme Bonivard, je crois que vous vouliez intervenir. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous nous opposerons à cet amendement. Il vise à conditionner l'aide publique à des objectifs écologiques ou séquestration de carbone de la forêt. Il y a toujours cette tendance que vous avez, qui est une tendance punitive dans la façon d'aborder des politiques publiques qui sont extrêmement stratégiques aujourd'hui. Toujours cette façon d'aborder en pétition de principe. Alors, qui saurait dire quels sont les travaux qui permettent de favoriser la séquestration de carbone ou de mieux lutter contre les incendies? Qui aurait cette capacité-là? Donc, voilà, on a toujours le sentiment qu'on se paye de mots, et je crois que la gestion de la forêt est extrêmement compliquée. C'est des objectifs qui doivent être adaptés à chaque territoire, sans pétition de principe, sans préjugés, parce que l'enjeu est très important. Et je souhaite revenir une seconde sur la question fiscale. On a une forêt qui est extrêmement morcelée en France, qui est extrêmement compliquée à exploiter, et notamment contre les feux de forêt. Et tous les outils doivent être absolument maintenus. Et j'ai du mal à comprendre la logique qui veut dire que comme on n'arrive pas à évaluer un dispositif fiscal, eh bien on le supprime. Pour moi, et selon moi, là, l'enjeu, étant donné la complexité de la gestion forestière et notamment la lutte contre les feux, il faudrait bien évidemment renforcer les dispositifs d'incitation fiscale pour encourager les propriétaires. Voilà, je tenais à le préciser. Merci. Je propose qu'on passe au vote. Qui est pour l'amendement 52? Qui est contre? Amendement rejeté. 72, Madame Mette. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est un amendement de simplification dans les écritures. Donc, cet amendement rappelle le principe de compatibilité dans une rédaction qui fonctionne mieux. Il supprime la mention suivant laquelle la conditionnalité que voudrait introduire le Sénat concerne les travaux de reboisement et de régénération, d'une part, car cette subordination est déjà prévue, et d'autre part, car elle vaut pour l'ensemble des opérations. Donc, sur le fond, je suggère que nous pouvons rappeler le principe suivant lequel l'article 121.6 doit respecter l'article 121.1, même si c'est une véritable répétition. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est une intention souvent exprimée dans nos deux assemblées. Donc, c'est pour ne pas surcharger la loi. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions? Pas de réaction. Qui est pour?
Qui est contre? Amendement adopté. 73, Madame Mette. Donc, ça fait suite, bien sûr, au précédent. Donc, c'est pour supprimer les items dont je vous ai parlé précédemment. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. On passe à une discussion commune avec des amendements identiques. Ah, il fait tomber tous les amendements. D'accord. Alors, on passe au 76, Madame Mette. C'est un amendement rédactionnel, donc substitué et remplacé par sont remplacés. Bon, je suppose que qui est pour? Qui est contre? Adopté. Qui est pour l'article 35? Qui est pour l'article 35? Qui est contre? Article adopté. On passe au 36. Amendement, discussion commune, amendement 61. Madame Marigui, peut-être? Oui, par cet amendement, la rédaction actuelle de cette proposition de loi stipule que le Centre national de la propriété forestière aura désormais pour mission de contribuer, en lien avec les syndicats de propriétaires forestiers, à promouvoir auprès des propriétaires l'intérêt de l'assurance de leurs parcelles face aux risques de tempête et d'incendie. Un syndicat de propriétaires forestiers a développé un produit assurantiel, mais afin de garantir l'indépendance du conseil fourni par la CNPF, il est proposé de ne pas imposer un produit plutôt que d'autres, conformément au rapport du CGAER de 2021 qui suggère pour le CNFP une logique de clarification de position vis-à-vis de ce syndicat. Nous proposons donc de supprimer le lien avec ce syndicat de propriétaires forestiers. Vous défendez le 62? Oui. Alors, par cet amendement, nous proposons de reconnaître le rôle des associations syndicales de défense des forêts contre l'incendie dans la promotion de l'assurance des parcelles vis-à-vis des risques incendies et tempêtes. En effet, dans certains territoires, les associations syndicales de DFCI jouent un rôle majeur dans la prévention et la lutte contre le risque incendie et regroupent de nombreux propriétaires et bénévoles. Afin de garantir une promotion efficace de cette assurance et adaptée aux circonstances locales, il paraît utile d'associer les fédérations régionales des DFCI lorsqu'elles existent. Le 79, même. Merci, Monsieur le Président. Il faut fermer votre micro. Pardon. Merci. Donc, cet amendement qui vient en discussion commune, mon amendement englobe l'ensemble des structures de représentation et de regroupement des propriétaires forestiers et clarifie le fait que le Centre national de la propriété forestière, et elle s'adresse dans le champ de cet article aux propriétaires forestiers plutôt qu'à l'ensemble des propriétaires, y compris ceux ne possédant pas de parcelles forestières. Donc, je ne remets pas en cause la neutralité du CNPF. J'écarte la crainte de certains que le produit d'un syndicat, Francilva, pour ne pas le nommer, soit favorisé. Voici la liste des intervenants visés par cet amendement. Les syndicats de propriétaires tels que le propose le Sénat, les groupements forestiers, les groupements fonciers ruraux, quand ils se voient apporter des biens en nature, de bois et forêt, les associations syndicales de gestion foncière, et je précise que cela comprend, sans qu'il soit nécessaire de l'écrire, les associations de défense des forêts contre les incendies, ASA-DFCI, car l'article R131-16 du Code forestier dispose qu'une association syndicale de propriétaires peut avoir, parmi ses objets, simultanément et en tout ou partie, l'exécution de travaux de défense contre les incendies, ainsi que l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu. Ensuite, les associations syndicales de protection des peuplements forestiers contre le gibier, les organismes de gestion et d'exploitation en commun, les groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers, et enfin les coopératives forestières, c'est-à-dire les sociétés coopératives agricoles comptant parmi leurs associés coopérateurs des personnes physiques ou morales ayant la qualité de propriétaires forestiers. Donc en fait, mon amendement reprend les éléments des deux amendements précédents. Je ferai une demande de retrait
concernant les deux autres amendements, considérant que mon amendement reprend tous vos éléments. Donc, question, est-ce que Christine Arguy, vous retirez vos amendements ou pas? Non, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a des réactions à ces différents amendements? Charles de Courson. Tout d'abord, l'article 36, il est bien sympathique comme article. Il n'est pas normatif. On leur dit oh, vous pouvez contribuer à développer l'assurance. Le vrai problème, c'est pourquoi le pourcentage de la forêt française assurée est epsilonesque. Je crois que c'est 2% de mémoire. Bon, pourquoi? Parce que le risque est tellement élevé que ça exige des primes extrêmement élevées et que vu la rentabilité des forêts, les gens ils s'assurent pas. C'est beaucoup trop coûteux. Voilà. Alors on dit oui, mais il y a le défi assurance. Mais le défi assurance prend en charge 25% sous forme de crédit d'impôt et plafonné. Voilà. Et donc, on peut voter tout ce qu'on veut. Je veux dire par là que ça n'a pas beaucoup d'importance. Parce que ce n'est pas ça qui changera le problème de fond de l'inassurabilité, je ne sais plus comment on dit, d'une bonne partie du massif. Une autre réaction? Je propose qu'on passe au vote. Qui est pour l'amendement 61? Qui est contre? Rejeté. 62, je pense même vote. Rejeté. 79. Qui est pour l'amendement 79 du rapporteur? Pas de la rapporteure. Qui est contre? Adopté. Article 36, qui est pour? Qui est contre? Adopté. Passons après article 36, l'amendement 25. Charles de Courson, je ne sais pas si vous êtes signataire. Oui, Charles de Courson. Oui, c'est l'idée de mettre un député et un sénateur au CNPF. Bon, c'est un établissement public. Bon, toujours ceux qui sont contre l'existence de parlementaires dans les établissements publics. On a toujours ce débat. Et ceux qui sont pour, en disant ça permet aux collègues qui y sont de suivre un peu les affaires. Voilà. On peut être pour, on peut être contre. Voilà. Madame la rapporteure. C'est choisi par la majorité du moment, ma chère collègue. Monsieur de Courson, j'adhère tout à fait à votre suggestion. Des membres du Parlement siègent déjà au Conseil supérieur de la forêt et du bois, Anthony Brosse et moi-même, à l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, Lisa Belluccio. Il serait bon que tel soit aussi le cas dans cet établissement public chargé des forêts des particuliers. Donc je suis favorable. Très bien. Allez, on vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. On passe à l'article 37. Monsieur Castellani n'est pas là et monsieur de Courson, si j'ai bien compris, n'est plus signataire, donc il n'est pas défendu. Non, il est rayé son... amendement 77, même. Rédactionnel. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. 78, même. Donc c'est un amendement de coordination. Il s'agit simplement de tenir compte à la fin de l'article codifié du fait que la proposition de loi lui a ajouté un alinéa. Très bien. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. On passe au vote de l'article 37. Qui est pour l'article 37? Qui est contre? Adopté. On passe à l'après article 37. L'amendement toujours pas défendu. Donc nous avons terminé les examens de cette loi. On se retrouve tout à l'heure à 17h15. Il y a une réunion de bureau. Je propose qu'on se donne 10 minutes si ça ne vous dérange pas. Hein, à 45, ça va? Merci. Cadre,
j'ai fait plein de pièces.